Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Je suis Dan Gezelhart, cofondateur d'un média qui s'appelle Tech Trash. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un média qui critique, qui porte un regard critique sur le monde de la tech depuis quelques années déjà. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de bullshit dans le monde de la tech. Donc c'est de ça qu'on va parler. Je vous ai préparé quelques petites slides, faites à la main par moi-même avec amour. Donc j'ai entendu l'intervention précédente, on parlait de révolution visuelle. Je pense que là, on y est. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ces petites slides. Et pour commencer, donc pour parler de bullshit, j'aimerais savoir si vous connaissez, s'il y a des gens dans la salle qui connaissent le mot de Cambronne. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah, il y en a quelques-uns qui connaissent. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on va aller aux origines du bullshit, avec le mot de Cambronne. Alors je vais vous raconter cette petite histoire, cette petite anecdote historique qui en vrai n'a pas grand intérêt, mais j'aime beaucoup la raconter. Donc imaginez, nous sommes en juin 1815, la bataille de Waterloo fait rage, donc Napoléon se balade de régiment en régiment pour rassurer les troupes, qui sont clairement en PLS, il faut le dire. Et il y a un général qui est nantais d'ailleurs, qui s'appelle Pierre-Jacques-Étienne Cambronne, et donc qui se retrouve dans la bataille et qui d'un coup se prend un éclat d'obus. Voilà, il est à terre et il est sommé par l'ennemi de se rendre. Et donc, il dit à l'ennemi « La garde meurt mais ne se rend pas ». Donc voilà, ça c'est la version officielle qui est relayée dans la presse et qui est évidemment relayée pour saluer la bravoure française, sauf qu'il faut quand même savoir que Cambronne n'est pas mort et en plus de ça, il s'est rendu à l'ennemi. 20 ans plus tard, on va apprendre par un auteur que vous connaissez qui s'appelle Victor Hugo dans Les Misérables, que finalement, il y avait un peu de bullshit derrière tout ça, parce que Cambronne, en fait, n'aurait pas dit donc la garde meurt mais ne se rend pas, mais il aurait dit merde à l'ennemi. Donc voilà, le mot de Cambronne, je pense, c'est un peu l'origine du bullshit. Et voilà, comme je vous disais, cette anecdote n'a pas grand intérêt, mais moi j'aime bien la raconter parce que ça nous met un peu dans l'ambiance du bullshit, parce que le bullshit aujourd'hui, il faut bien constater qu'il est absolument partout. Alors voilà, j'ai oublié, j'étais tellement pris dans l'histoire que j'ai oublié de vous passer les slides. Donc ça, c'est donc la petite scène avec Cambronne. Ça, c'est notre ami Victor Hugo. Et donc voilà, vous pourrez retrouver ça dans Les Misérables. Et aujourd'hui, le bullshit est partout et il a complètement infusé nos vies. Il a infusé évidemment le monde des nouvelles technologies, le monde de l'entrepreneuriat, le monde des startups, jusqu'à infuser nos vies personnelles. Et donc toute l'idée, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi, de comprendre son fonctionnement. Et on va se rendre compte qu'il y a une des raisons principales, c'est la montée en grâce ces dernières années du storytelling. Le storytelling, j'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez très bien, parce qu'il y a des conférences. Alors l'année dernière, j'étais déjà venu ici, il y avait une conférence sur le storytelling, d'ailleurs il y en avait même plusieurs. Et le storytelling, on voit que malheureusement, il flirte régulièrement avec le bullshit. Et ça, c'est quand même problématique. Alors pourquoi ? Si on regarde un peu les grandes entreprises de la tech de ces dernières années, et notamment les grandes entreprises de la Silicon Valley, on va se rendre compte qu'on a été toutes et tous en recherche de grandes mythologies, de grands mythes. En fait, on a, je pense, dans les années 2010, juste un peu avant, on a déchanté du mythe du banquier de Wall Street qui allait sauver le monde, et on s'est dit on a besoin d'un nouveau secteur pour nous sauver, on a besoin d'un nouveau secteur pour nous emmener vers le bien. Et on s'est amouraché des entrepreneurs de la tech, on s'est amouraché de la Silicon Valley. Et il y a deux figures assez exceptionnelles que vous connaissez tous,
sur lesquels j'aimerais venir, qui sont pour moi un peu les exemples, les archétypes de ces personnalités qui à la fois ont réussi à nous embarquer, mais qui quand même, il faut le dire, nous ont vraiment balancé du bullshit à longueur de temps. Le premier duquel je vais parler, c'est, vous allez voir, vous le connaissez évidemment, c'est un peu le roi des winners, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que tout ce qu'il touche se transforme en or, on a l'impression que tout ce qu'il dit, finalement, ça va quand même finir par se passer. J'ai nommé donc le Martin Luther King de la fusée, c'est notre ami Elon Musk. Donc voilà, Elon, lui, ce qui est assez incroyable, c'est malgré le fait qu'il raconte quand même tout un tas de... J'ai pas envie de dire de conneries, mais si, je vais le dire. Il arrive quand même à nous faire croire que il arrive à réussir la plupart de ses projets, alors que fondamentalement, c'est faux. Il y a un média américain qui a fait tout un graphique qui montre les projets d'Elon depuis ces 15 dernières années, et on voit qu'il y a énormément de projets qui n'ont absolument pas abouti, qui n'ont même pas, qui ne sont même pas allés au-delà d'une présentation PowerPoint, ou alors d'un tweet. Et c'est ça qui est intéressant avec Elon, c'est qu'il arrive quand même à continuer à nous balancer du bullshit et à nous faire croire qu'il a raison et que ce qu'il dit, c'est la vérité, alors qu'en fait, la plupart de ces déclarations n'ont aucun intérêt et en fait ne sont pas vérifiées par la suite. Il y a moi une déclaration que je trouve incroyable, c'est quand il a parlé au Wall Street Journal il y a maintenant une douzaine d'années, et là c'était la grande annonce, voilà, c'était Starship, et c'était Elon qui nous dit dans 10 ans maximum, je vais envoyer l'humanité sur la planète Mars. Aujourd'hui, je pense qu'on y est encore assez loin. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, là, ce n'est pas forcément le fait qu'on n'y soit pas. Ça, ce n'est pas très grave, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi nous avons quand même ce rapport d'affection, dans un sens, avec cette personnalité qui, pourtant, nous raconte continuellement n'importe quoi. La deuxième personnalité dont je vais parler en guise d'introduction, c'est un autre grand entrepreneur qui, lui, est plutôt vu désormais comme un peu le roi des losers, alors que pourtant, à la base, c'était l'homme qui était censé nous rassembler tous, riches, pauvres, noirs, blancs, enfants, adultes, tout le monde dans une seule et même grande pièce qui était à l'époque donc voilà son fameux réseau social qui était censé nous connecter tous, toutes et tous. Et j'ai envie de dire, on a bien déchanté de tout ça. Et alors, j'ai quand même envie de vous rappeler qu'à une époque, et c'est très sérieux, Mark Zuckerberg était considéré comme quelqu'un de présidentiable. Donc là, il y a des articles de médias très sérieux, Le Figaro, The Atlantic, France Inter, et aux États-Unis, il y en a eu plusieurs. Et à l'époque, on considérait sérieusement, on se disait sérieusement, cet homme peut être à la tête de la première puissance économique mondiale de l'époque. Et donc pareil. Alors là, comme je disais, Mark Zuckerberg, lui, c'est un peu plus le roi des losers, parce que malheureusement, il a quand même fait un choix qui est compliqué. C'est celui, en fait, de tout miser sur le métavers. Alors que le métavers, alors certes, ça peut avoir ça nous promet des monts et des merveilles, mais en fait, aujourd'hui, les applications concrètes sont très limitées. Et donc, on voit bien avec Meta, avec donc le fait de renommer aussi l'entreprise Facebook en Meta, ce qui a été à la fois une opération de com plutôt habile à la base, mais malheureusement aujourd'hui on voit bien que le métavers est tellement moqué de partout que c'était pas si habile que ça. On voit bien que c'est presque Meta, c'est presque un cas d'école en fait de ce qu'il faut pas faire et du bullshit aussi, parce que quand on voit les déclarations de Zuckerberg et quand on voit tout ce qui se passe autour de Meta alors le métavers de Meta qui s'appelle Horizon World, je sais pas si vous avez déjà mis les pieds, c'est quand même incroyable parce que c'est donc un métavers où il y a personne. Même les employés de l'entreprise n'y vont pas. Il y a une note interne qui a fuité et qui explique que les employés eux-mêmes se disent « Non, mais en fait, Horizon World, c'est la cata, c'est un univers froid, il n'y a personne qui va. » Et la plupart des gens, d'ailleurs, il y a un taux de churn qui est phénoménal. La plupart des gens, au bout de quelques semaines, sont déjà partis. C'est vrai, vous allez me dire, ça ne peut pas concurrencer avec Decentraland, qui est quand même, je pense, le métavers le plus incroyable, qui a le moins d'utilisateurs. Donc Decentraland, c'est un métavers qui a été valorisé à 1,2 milliard de dollars l'année dernière et qui, à une époque, comptait 38 utilisateurs actifs. Donc, d'après une étude faite par CoinDesk.
Donc là, on se dit, OK, 1,2 milliard, 38 utilisateurs, ça fait combien le coût d'acquisition à peu près par utilisateur? Bon, ça fait un peu cher. Et après, le métavers, malheureusement, même si les promesses sont intéressantes, on voit que c'est une usine à fabriquer du bullshit. Là, voilà, je vous présente quelques-unes des déclarations d'entreprises qui toutes se positionnent. Alors, on voit ce cher Yannick Bolloré qui lui aussi va dans le métavers. Voilà, il y a des tas de déclarations absurdes qui ont été faites sur le métavers. Et encore une fois, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le rapport qu'on a, nous, avec ça, parce qu'on a quand même tendance à penser dans un coin de notre tête que finalement, en fait, il y a peut-être un truc, il y a peut-être une promesse intéressante, il y a peut-être quelque chose, alors que pour l'instant, concrètement, non, il n'y a rien. Donc, la suite, on a vu donc que le bullshit était dans l'entrepreneuriat, porté par le mythe des grands entrepreneurs américains, de la Silicon Valley. Et donc, ce qui a infusé, je vais utiliser un mot de start-upper, infusé un peu toutes les entreprises, toutes les start-up françaises et internationales. Aujourd'hui, on voit que ce bullshit arrive aussi en nous, dans la façon dont on se raconte, dans la façon dont on se raconte à nos proches, dans la façon dont on essaye de raconter notre univers professionnel, nos parcours, nos carrières. Et là, vraiment, je sais que vous y êtes probablement tous, mais je pense que LinkedIn, c'est vraiment le temple de l'inspiration, de l'inspiration bullshit. C'est vraiment spectaculaire. Donc là, je vous ai sélectionné quelques posts. J'espère qu'aucun des auteurs ou autrices de ces posts n'est dans la salle. Enfin, à la limite, j'ai envie de le remercier s'il l'est, parce que moi, je me régale. En fait, nous, donc, avec TechTrash, on administre un compte Twitter que je vous invite à suivre, qui s'appelle Disruptive Humans of LinkedIn. Et donc, toutes les semaines, on va faire un tour sur LinkedIn et on regarde les plus belles pépites. Et il y a vraiment des choses exceptionnelles. Donc là, dans les deux posts que vous voyez, il y en a un notamment, donc celui avec le monsieur qui est à l'hôpital, qui nous explique que voilà, il ne prendra pas de jour off, il ne pose pas d'arrêt maladie parce qu'il est trop chaud, parce qu'il a envie de bosser. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Alors, il a totalement le droit de le faire, mais ce qui est exceptionnel, c'est la façon dont il le met en scène pour générer de l'empathie, pour générer des likes. Et c'est là où on voit que malheureusement, le storytelling qu'on s'applique à nous-mêmes flirte encore une fois trop avec le bullshit. Voilà, je vous ai préparé pareil une deuxième slide, pareillement exceptionnelle. Alors celle avec la chèvre, là c'est top. Je ne sais pas si vous pouvez la retrouver normalement sur notre compte Twitter. Donc en gros, l'auteur dit que voilà, en fait, il faut sauter les obstacles comme une chèvre. Et voilà, je ne sais plus en détail, mais c'est vraiment très très bon, c'est très poétique. Et donc voilà, donc on voit que le bullshit infusé jusqu'à nos propres façons de nous raconter. Alors, aujourd'hui, il y a deux grands sujets qui ont été couverts ici, j'imagine, qui sont l'écologie et l'intelligence artificielle. C'est un peu les deux grands sujets de ces prochaines années, le changement climatique et l'intelligence artificielle. Et on voit bien que le bullshit est déjà aux aguets et qu'il est déjà en train de se positionner pour infuser les deux sujets. Et on va commencer par... alors déjà, petit conseil pour savoir où se trouve le bullshit. Vous connaissez probablement la conférence Vivatech. Alors, je n'ai pas envie d'en faire trop la promo parce que ce sont des concurrents, mais en même temps, j'ai très envie d'en faire la promo parce que pour moi, c'est l'équivalent du Web Today, mais inversé. C'est-à-dire que c'est quasiment que du bullshit. C'est quand même exceptionnel. Donc, Vivatech, s'ils nous entendent ou s'ils voient cette conf, après, je les embrasse. Mais vraiment, c'est là, moi, où je vais chercher les grandes tendances. Et Vivatech, typiquement, il y a 2 ans, le grand sujet de Vivatech, c'était l'écologie. L'année dernière, c'était le métavers. Cette année, bingo, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, sur l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est pas que le sujet en soi, il n'est pas du tout bullshit. L'IA, il y a des tonnes de choses qui se passent, il y a des avancées technologiques qui sont impressionnantes, il y a des choses qu'il faut évidemment creuser, qu'il faut aller voir. C'est la façon dont c'est raconté, c'est le récit autour de l'IA qui malheureusement tend trop souvent vers le bullshit. Alors l'une des raisons pour moi, c'est le fait qu'il y a tout un tas d'experts qui n'en sont pas du tout.
qu'aujourd'hui, tout le monde prend la parole sur tout et n'importe quoi. Du moment qu'on a fait 3 posts LinkedIn, on se dit expert en IA et on va peut-être faire d'autres tribunes, on va publier des articles ou pourquoi pas se retrouver sur un podcast ou sur un plateau télé. Et malheureusement, ça fait qu'on arrive à ce que moi j'appelle le point Terminator, on peut aussi appeler le point Matrix, qui fait que si vous regardez une conférence, un podcast sur l'IA, ou si vous allez sur Google et que vous tapez intelligence artificielle actualité, eh bien vous verrez que 9 fois sur 10, vous allez avoir Terminator, vous allez avoir le soulèvement des machines, vous allez avoir l'asservissement de l'humanité. Et ça, en vrai, les gens qui travaillent vraiment dans l'IA, ils savent que c'est, pour l'instant, n'importe quoi. Donc là, voilà, pour faire ce point Terminator, je me suis dit, il faut absolument que je mette une petite slide, parce que, évidemment, cette image tirée du film est, à la fois nous fait peur, mais à la fois nous inspire. Et donc, là, on voit vraiment que le bullshit, encore une fois, est sournois, parce qu'il se place dans le récit, et il arrive justement à nous faire croire que, là, le monde est en train de s'écrouler. Et d'ailleurs, chose intéressante, en regardant, parce qu'évidemment, donc avec TechTrash, on va regarder les tribunes qui sortent, et donc on voit que, et c'est un fait intéressant, c'est que de nombreux Chief Metaverse Officers d'il y a 2-3 ans sont désormais des Chief AI Officers. Et ça, vraiment, je trouve ça, encore une fois, spectaculaire. De voir, on peut passer du métavers, je suis expert en métavers, je deviens expert en IA, pourquoi pas, allons-y. L'autre point, donc, comme je disais, l'autre sujet qui est aujourd'hui capté par le bullshit et dans lequel le bullshit se positionne, se place, c'est celui de l'écologie. Et ça, j'ai envie de dire, c'est plus problématique. Parce que autant on rigole, on se marre quand on parle des entrepreneurs, quand on parle des entreprises qui racontent n'importe quoi, des entrepreneurs qui ont un rapport très éloigné de la réalité. On peut faire d'ailleurs un petit coucou à certains qui sont désormais installés à Dubaï. Donc ça, en fait, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. C'est de l'argent, certes, c'est de l'argent dépensé, parfois, enfin souvent jeté par les fenêtres, mais la problématique sur l'écologie, elle est plus grave. Parce que le bullshit, quand il infiltre l'écologie, le réchauffement climatique et toute la problématique du climat, eh bien, en fait, ça devient du greenwashing. Et là, on est sur quelque chose qui est plus problématique parce qu'en fait, voilà, c'est de notre futur dont il s'agit. Et donc, on a déjà vu qu'il y avait des ponts entre les entreprises de la tech et celles qui se sont reconverties à l'impact. Donc, voilà. Et ça, c'est une démarche en soi qui est plutôt bonne, mais on sent toujours que le bullshit n'est pas loin. Et on se dit, attention, il faut que je fasse gaffe parce que là, il y a peut-être quelqu'un qui va me raconter n'importe quoi. Le greenwashing, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ça fait quand même des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'il y a des prix de la pub, la pire pub, la plus greenwashing. Il y a des awards. Là, j'ai fait un petit tour, du coup, j'ai regardé parce que là, évidemment, cette année et l'année dernière, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des remises de prix, il y a des médias indépendants et d'ailleurs des médias moins indépendants qui ont fait des remises de prix et qui ont débusqué les campagnes de greenwashing et les pubs les plus absurdes. Mais en fait, ça fait déjà 15 ans que c'est le cas. Et pourtant, on a l'impression que, en fait, les marques sont absolument imperméables à ça, c'est-à-dire elles continuent de greenwasher à foison. Les gens qui travaillent dans les entreprises et qui sont directeurs RSE, malheureusement, le font aussi. Et aujourd'hui, on est à la problématique où on arrive même à ce que les politiques fassent régulièrement du greenwashing, c'est-à-dire des fausses déclarations, des déclarations qui s'éloignent de la réalité scientifique. Et ça, c'est, je pense, le vrai problème principal auquel on va avoir à faire face, c'est le fait que le bullshit devienne du greenwashing. Et ça, je pense que vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge par rapport à ça. Et il y a évidemment aussi des pépites qui sont, quand on les regarde avec un regard extérieur, qui sont hyper drôles et qui sont absurdes. Il y a, alors j'ai vu passer des choses incroyables, mais vous irez voir dans TechTrash, il y a L'Oréal qui fait de la clean beauty, il y a du RSE consumer centric. Enfin voilà, on y va, on prend tous les mots du marketing, de la tech et on les met au service de l'écologie et ça nous fait un grand gloubi-boulga et hop, on balance ça.
Et il y a aussi ce qu'on appelle le goodvertising, que je ne connaissais pas, c'est la publicité, en fait, donc l'advertising, mais pour le good, c'est-à-dire que voilà, on assume aujourd'hui, on dit aux gens, bah, en fait, on vous a vendu de la merde et on l'assumait complètement, et aujourd'hui, on va vous vendre des trucs bien. Et donc là, pareil, je me dis, wow, il y a beaucoup de cynisme derrière tout ça. Et encore une fois, si c'est juste pour du marketing ou dans l'entrepreneuriat, c'est pas très grave, mais quand c'est pour la question écologique, c'est plus problématique. Et ça nous amène au dernier point que j'aimerais aborder, et qui nous sort un petit peu la tête du bullshit, c'est la rencontre. Donc je vous disais, voilà, les deux grands sujets, l'IA et l'écologie, la rencontre de ces deux sujets. Et quand on fait rencontrer l'IA et l'écologie, on est devant une vraie problématique. C'est-à-dire que souvent, on se dit, l'IA et l'écologie, c'est quoi? D'une part, l'IA pollue. OK, ça, on est tous d'accord, l'IA pollue, ça, c'est vrai. D'autre part, on se dit, oui, mais l'IA, l'intelligence artificielle, ChatGPT et tous et bien d'autres à venir vont nous aider dans la façon dont on va appréhender le problème du changement climatique, dont on va pouvoir déjà en parler, le comprendre, trouver éventuellement des solutions. Donc ça, certes, c'est plutôt une bonne chose. Mais la vraie problématique, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas du cloud, ce n'est pas dans les airs, ce sont des ordinateurs, ce sont des serveurs, ce sont d'immenses data centers qui doivent tourner à plein régime. Et si on se retrouve dans des situations de sécheresse, comme c'est déjà le cas, mais ce qui va de toutes les façons empirer dans le monde dans lequel on se projette, le fameux monde à 4 degrés qui est déjà en train de nous vendre le gouvernement actuel, eh bien en fait, on va avoir une vraie problématique, c'est qu'on va avoir des contraintes en eau, on va avoir des contraintes physiques, et en fait, l'IA, elle a beau être géniale, mais en fait, si on n'a pas d'eau pour refroidir les serveurs, en fait, ça ne fonctionnera pas. Et donc ça, je pense que c'est le point clé, en fait, de ces deux grands sujets. C'est dans la rencontre entre l'IA et le changement climatique, c'est vraiment que l'IA et toutes les promesses qui sont faites, en fait, vont se prendre de plein fouet le réchauffement climatique. Et je pense qu'aujourd'hui, on y pense trop peu, parce qu'on est toujours en train de se dire, et encore une fois, on lit des tonnes de tribunes d'experts qui nous disent « Oui, mais voilà, l'IA va trouver des tonnes de solutions. » Oui, mais non. En fait, si on ne résout pas le problème maintenant, en fait, dans quelques années, on ne pourra plus faire tourner les ordinateurs qui nous servent à faire ChatGPT, Midjourney et d'autres. Et donc voilà. Donc, aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire on est encore dans des campagnes de com, AI for Earth, et ça, on en voit passer des tonnes. Et certes, ça donne envie, c'est inspirant, c'est beau, il y a de la forêt, il y a du vert, et on se dit c'est génial, grâce à l'IA, on va sauver le monde. Malheureusement, je ne suis pas complètement sûr. Et donc là, je vous ai mis une slide un peu moche, parce que je trouvais ça intéressant. Mais bon, ça, vous trouverez tout ça sur Google de toutes les façons. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de savoir que chaque degré d'augmentation compte. Alors, pour finir, comme c'est censé être une conférence inspirante et qu'on va bientôt aller déjeuner, je vous ai évidemment fait des petits takeaways, parce que dans toute conférence inspirante, normalement, il y a des takeaways. Et donc, je me suis creusé la tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer comme reco de bouquins ou de conférences ou de speakers ou je sais pas, d'intellectuels à aller voir. Et je me suis dit, bon, on n'est pas à Vivatech, on est au Web Today. Donc, a priori, il y a une prog, il y a des trucs à aller voir. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de reco culturels. Par contre, j'ai une reco perso à vous faire, à chacun et chacune de vous, c'est de ne plus faire ça, franchement. Ça, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Ça, sérieusement, voilà. On arrête de se mettre en scène, on arrête voilà. Là, c'est vraiment, on est quand même dans l'absurdité complète. Et je comprends qu'on ait envie, on se dit, voilà, j'ai envie d'avoir des likes, j'ai envie de devenir une sorte de personnalité sur les réseaux. Mais non, on ne peut pas aller jusque-là. Donc voilà, merci à vous. Inscrivez-vous à TechTrash sur techtrash.fr. Vous pouvez aussi vous inscrire à Climax. C'est une newsletter qu'on fait sur la crise climatique, justement, avec notre même ton, donc assez critique, assez sarcastique, qui s'appelle Climax Newsletter. C'est gratuit, inscrivez-vous. Et voilà, merci.